monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la grossesse et l'Ayurveda en compagnie de Sophie. Salut Sophie. Salut Lia. Alors c'est une vidéo dont on vous a un petit peu parlé sur Instagram. On vous a demandé en fait quelles étaient vos questions, les préoccupations que vous aviez un peu pendant la grossesse. Donc la vidéo sera en 2 parties. Vous aurez une première partie sur ma chaîne et la suite sur la chaîne de Sophie. Comme ça, vous pourrez aussi aller découvrir son univers, sa chaîne YouTube, voir tout ce qu'elle peut aborder. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda, clairement, c'est là-bas que ça se passe. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Ouais, il y a un paquet de trucs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et là, on va commencer tout de suite. Mais avant de répondre à vos dizaines et dizaines de questions. Tu peux me dire centaines. J'avais déjà envie que Sophie se présente et qu'elle nous explique un petit peu comment l'Ayurveda abordait la grossesse et qu'est-ce que c'était l'Ayurveda, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi quand on s'inspire de l'Ayurveda pour s'accompagner pendant la grossesse. Sachant que moi, Sophie m'a accompagnée donc, pendant ma grossesse et avant, notamment par rapport à l'endo. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai fait venir, parce que j'ai tout à fait confiance en elle et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle vient pas de nulle part, elle vient de Paris exprès. Oui, je viens de Paris, j'ai fait tes placements exprès pour la vidéo et pour vous donner plein de conseils. Tout à fait. Donc à toi. Alors, du coup, c'est vrai que l'Ayurveda, comme tu le disais, c'est pas forcément... Enfin, on comprend pas trop ce que c'est, on comprend que c'est une médecine millénaire, indienne. Peut-être que d'ailleurs vous en avez jamais entendu parler, c'est tout à fait possible. Ça commence à avoir le vent en poupe en France, mais il y a beaucoup de choses derrière ce mot Ayurveda, qui est un nom sanskrit en fait, qui veut dire la science de la vie. Et c'est une médecine en fait qui se veut holistique parce qu'elle englobe toujours l'être au niveau de son approche. Voilà, quand vous avez un déséquilibre, je vais dire quelque chose au hasard, un problème digestif par exemple, on va jamais venir traiter la problématique toute simple en fait. On part du principe qu'il y a toujours une racine à toute chose dans le corps et dans l'esprit en Ayurveda. Et du coup, on va toujours remonter à la racine de la problématique. Donc pour ça, on accompagne la personne au niveau de son esprit, de son corps et de son âme. Et du coup, on a énormément d'outils en Ayurveda pour pouvoir prendre soin des gens. Et on part du principe que les éléments de la nature, on les retrouve en fait en soi. Donc on est composé de 5 éléments. D'ailleurs, on en parlera par rapport à la grossesse, mais vous verrez que ça vient assez vite en fait. Donc on a les 5 éléments que sont le feu, l'eau, la terre, l'air et l'espace. Et ces 5 éléments, il y a les âges, les ais, la plante à côté de nous, les as, tout ce qui est sur cette terre en fait est composé de ces 5 éléments. Et donc l'Ayurveda, pour simplifier les choses, a regroupé ces 5 éléments en ce qu'on appelle des doshas, donc des paires d'énergie si vous voulez. Les doshas, ce sont les énergies vitales qu'on a tous en nous et qui ont lieu justement au moment de la conception. Donc on va en parler aussi dans la vidéo. Et ces 5 éléments vont en fait nous servir de base pour l'Ayurveda pour pouvoir soigner les personnes. Donc on va par exemple prendre le pouls, on va regarder comment sont les 5 éléments au niveau du pouls, est-ce qu'il y a des déséquilibres de certains éléments, plus de feu, plus d'eau, plus de terre, ou est-ce qu'au contraire il y a un manque de ces éléments. Et c'est ça qui va servir de repère et de base de départ dans l'accompagnement de la personne, dans ses troubles, dans ses déséquilibres émotionnels, physiques ou autres. Et c'est sûrement ce que vous connaissez aussi en termes de constitution. Vous avez sûrement entendu parler de Vata, Pitta, Kapha, fait des tests en ligne. Voilà, tout ça, c'est ce que vous allez retrouver aussi. C'est sur ces éléments que se basent en fait ces constitutions-là. Exactement. Voilà, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont déjà entendu parler de ça. Oui, je pense Vata, Pitta et Kapha, en fait, ce sont les fameux doshas qui sont des paires d'énergie. Est-ce que tu veux que je les rappelle peut-être Rapidement, peut-être. Ouais. Alors, donc Vata, c'est l'air et l'espace. En fait, c'est le dosha qui va s'occuper de tous les mouvements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc par exemple, quand on va avoir une idée ou quand on va parler avec quelqu'un, finalement c'est un mouvement qui va vers l'extérieur, ou même les mouvements par exemple du péristaltisme au niveau de la digestion, ou quand on va à la selle ou quand on va uriner, ce sont des mouvements. Ça c'est Vata qui gère tout ça. Ensuite on a Pitta qui est composé de feu et d'eau, qui va gérer toutes les transformations intérieures. Donc par exemple tout ce qui est de l'ordre des hormones.
ou quand on va transformer une connaissance, une information en connaissance, c'est une transformation, donc c'est Pitta qui va gérer ça. Et puis ensuite on a Kappa qui est la dernière énergie, qui est composée d'eau et de terre. Et lui, c'est l'énergie qui va un petit peu s'occuper de tout ce qui est cohésion. Par exemple, la cohésion d'une cellule ou alors dans l'articulation avec le liquide synovial. C'est ce qui permet la cohésion finalement de l'articulation. Donc c'est Kappa qui va gérer tous ces éléments-là dans le corps. Et tout ce qui va être de l'ordre aussi de la cohésion finalement un peu plus morale, l'amour, la patience. Voilà, c'est Kappa aussi qui va les gérer. Moi je le vois bien, en tout cas Vata, pour moi j'ai cette idée de quelque chose d'assez mental aussi. Donc avec une... Tout à fait. Donc voilà, on est beaucoup dans ce cas-là, hein, vous inquiétez pas. Oui. Pitta, quelque chose qui va plus être aussi dans de l'action, dans le faire beaucoup. Et pour moi, Kappa, c'est plus la stabilité, quelque chose qui est plus stable. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a tous un peu de ça, mais pas dans les mêmes proportions. Exactement. Nous, on a la même constitution toutes les deux, donc vous devriez pas être trop... si ça part en cacahuète, vous saurez c'est pourquoi. normal. Exactement. Voilà, quand les Pitta Vata ensemble... C'est ça, c'est un peu un bazar organisé. C'est ça. Voilà. C'est ce qui récapitule la chose. Mais c'est ce qui va faire aussi que dans les réponses que va donner Sophie, il y en a certaines où elle ne pourra pas rentrer dans les détails parce que ça va vraiment dépendre de votre constitution. Et donc dans ce cas-là, il va falloir vous tourner vers un praticien qui pourra vraiment vous dire votre constitution et comment régler vraiment en particulier le problème. Exactement. Pour vous. Parce que c'est vrai, des fois, il y a eu des questions que vous avez posées où on était là, on fait, mais ça... c'était pas possible. Avec, si on n'a pas la constitution, c'est pas possible. La constitution et l'état de déséquilibre, parce que ce sont deux choses, tu sais, différentes. Il y a la constitution de naissance que vous avez au moment de la conception, que vous garderez toute votre vie, qu'on appelle la prakriti, et la vie critique qui est l'état de déséquilibre de là votre où vous en êtes, là. C'est ça. Et comme dit Lia, on peut pas en fait donner des éléments tant qu'on n'a pas les deux en fait, la constitution et la vie critique, c'est impossible. Sinon ça répond pas à votre terrain et en fait ça pourrait empirer, voire ne pas du tout répondre à vos attentes et à vos besoins. Voilà, donc toi, qu'est-ce que tu pourrais dire, de quelle façon l'Ayurveda pourrait faire du bien, accompagner les femmes enceintes, parce qu'il y a plein d'autres manières d'accompagner, on peut aller vers la naturo, vers la médecine chinoise et tout. Qu'est-ce que pour toi ça peut avoir de particulier l'Ayurveda ? Alors, ce que je trouve d'assez particulier dans l'approche de l'Ayurveda de la femme enceinte, c'est de comprendre en fait donc déjà, on a les transformations un petit peu qu'on connaît tous par rapport à la grossesse, mais il y a des transformations un petit peu plus énergétiques qui se passent et qui peuvent expliquer justement quels vont être les besoins de la femme à certains moments de la grossesse. Par exemple, je donne un exemple qui est assez probant, c'est le 5e mois. C'est un mois où le bébé va énormément consommer au niveau du sang de la maman parce que c'est ce qu'on appelle Rakta, le tissu du sang qui va se développer à ce moment-là de la grossesse. Et donc l'Ayurveda justement a des réponses pour ça en fonction des mois. Nous on a vraiment un développement finalement c'est une médecine, donc on voit aussi le développement dans la médecine, la médecine plus traditionnelle si je puis dire, mais il y a une approche quand même avec l'énergétique parce que Rakta c'est aussi connecté à la joie de vivre. Donc par exemple pour nourrir le sang de la maman, il va y avoir tout ce qu'on connaît au niveau des compléments alimentaires, mais on va aussi prodiguer à la maman des soins un peu plus émotionnels, un peu plus énergétiques pour justement pallier à ce danger-là de la grossesse. Avec des conseils d'hygiène de vie aussi dedans. Exactement. Et on apprend à soutenir l'énergie vitale de la maman. Ça, tu connais tout ce qui est sattvique avec le yoga. Ouais. Voilà, donc c'est très important de soutenir l'alimentation, tout ça. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment des approches qui sont complètement différentes et qu'on retrouve pas trop, je trouve, dans la... Sauf si tu me corriges. Moins, mais c'est différent en fait. Ouais. Mais là, vous avez vraiment la dimension plus spirituelle et énergétique qui est très intéressante. D'ailleurs, je me disais que là, ça pourrait être le bon moment peut-être pour prendre très rapidement, mois par mois, de la grossesse, comme ça, avant de rentrer dans le détail de tous vos problèmes. Et des miens, par lesquels je suis passée aussi, où je suis peut-être encore en plein dedans. Mais on va peut-être comme ça faire un petit peu rapidement, mois par mois. Et, au niveau du développement du bébé, tu veux dire voir un petit peu quelles sont les choses à prendre en compte. Exactement. Alors donc déjà du 1er au 3e mois, finalement il n'y a rien de significatif à prendre en compte. Le bébé se développe tout doucement, c'est très léger pour la maman, même il peut y avoir des nausées, des choses comme ça, mais on va les détailler après quand on verra les déséquilibres de manière un peu plus approfondie. Mais à partir du 4e mois, qui est un mois clé,
le fœtus commence à se stabiliser. D'ailleurs, Ok. on n'a pas de fausse couche à ce moment-là. Au 4e mois, c'est très rare parce que le fœtus se stabilise. Et c'est un moment où la maman peut du coup se sentir assez fatiguée puisqu'il y a cette énergie qui est concentrée, qui commence à être concentrée au niveau du bébé. Donc la maman commence à avoir les premiers signes de fatigue. Et du coup, il va falloir énormément l'accompagner au niveau de son énergie vitale. Donc il va falloir qu'elle commence déjà à se reposer à ce moment-là parce que je sais qu'en 4e mois, on ne sent pas encore peut-être la fatigue, je sais pas trop comment toi En fait, tu ce l'as qui est senti, paradoxal, c'est que souvent, la fatigue, on l'a au premier trimestre, très forte. Et le 2e trimestre, c'est en mode wouhou, ça y est, c'est reparti. C'est ça. Et tu as tendance à des fois, comme tu te sens mieux, à tirer un peu sur la corne parce que tu te rends pas compte que. Tu sais, c'est un peu ce truc où ça allait pas trop et que dès que l'énergie revient, tu as envie d'en profiter. Alors qu'en fait, tu te rends compte que vite, tu peux le faire. Mais en fait, t'as plus la même quantité en Il fait. faut mieux la doser en fait. Ouais, exactement. Oui, parce qu'après t'as l'après-coup. T'as C'est une ça. jauge d'énergie. Bah, c'est plus comme avant, hein. T'as autre chose Bah qui oui, se passe exactement, dans ton vous êtes corps. deux, tout à fait. Ouais. Et l'énergie doit être mieux distribuée, tout à fait. Et en fait, c'est un moment aussi où la conscience du bébé commence à se matérialiser à partir du 4e mois. Donc du coup, la maman doit faire très attention à tout ce qu'elle va regarder, ou parce que tout ce qui passe par les 5 sens va aussi nourrir le bébé. Tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va entendre, tout ce qu'elle va sentir, tout ce qu'elle va goûter, tout ce qu'elle va toucher. Et bien tout ça, ça va aussi nourrir son bébé, puisque sa conscience commence à se matérialiser. Elle est d'accord ? Ouais, elle bouge bien comme il faut là. Et du coup, il faut déjà que la maman commence à faire attention à cette alimentation un peu plus émotionnelle. Donc par exemple, n'allez pas regarder des films d'horreur ou lire des livres, je sais pas, tristes ou qui parlent de choses, je sais pas, par exemple de la guerre. Vous voyez, ce genre de choses-là. Il faut commencer à faire attention à vous entourer de douceur et de bonheur autour de Oui, vous. c'est en fait faire attention à l'énergie qu'on va cultiver en nous et aussi autour de nous. Après, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, des choses qui nous arrivent et qui se passent à l'extérieur, notamment là en termes de confinement et tout, ça a pu être un peu violent. Mais ça va pas faire un bébé traumatisé, vous inquiétez pas. Mais d'avoir conscience de ça et d'arriver à compenser aussi ce qui peut arriver sur lequel on n'a pas de prise et se dire ok, mais à côté je vais prendre du temps, me poser, écouter de la musique, quelque chose de relaxant. Et si jamais vous êtes confronté à quelque chose qui peut être un peu violent pour vous, n'hésitez pas à parler au bébé aussi, à lui dire oh tu sais voilà, il y a ça qui se passe, c'est vrai que ça me stresse un peu, mais tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est une façon, déjà vous, ça va vous faire du bien. Et votre bébé, on peut se dire c'est complètement fou, mais ça va aussi le rassurer. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi mettre en place, un dialogue avec l'enfant. Quand il y a des choses qui se passent, s'il y a un coup de stress, quelque chose comme ça, et vous vous dites « Ah là là, c'est bon, j'ai traumatisé mon bébé à vie. » Non, mais il faut lui expliquer ce qui se passe. Oui, c'est ça, pour que lui aussi puisse décharger et comprendre. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un mudra, peut-être que tu le connais, c'est Gyan Mudra. Je suis qu'on connaît, si vous Voilà. en connaissez Voilà, c'est ça, vous connaissez certainement tous. De la méditation. Tout à fait, et c'est un mudra justement qui permet de vous reconnecter en fait à l'intérieur, de faire circuler le prana, donc l'énergie vitale, et de mieux vous reconnecter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'utilise dans la méditation, tout à fait. C'est pour avoir une meilleure reconnexion. Et quand vous voulez parler à votre bébé, donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par là pour parler à votre bébé, mais ça peut vous aider ouais. à canaliser votre esprit. Et c'est assez efficace. Assez efficace. Donc là, on a fait 4e, 5e, c'est ça? On n'a pas encore 5e mois. Alors, au 5e mois, justement, c'est l'anémie, comme je vous le disais effectivement juste avant. C'est la chair et le sang du bébé qui se développent. Donc là, les mamans qui vont tomber en anémie, c'est souvent à ce moment-là de la grossesse qu'on va le déceler. Donc, il faut faire très attention à nourrir ce qu'on appelle Rakta et aussi Rasa. Donc, Rasa, c'est le premier tissu du corps qui est le liquide nourricier. En fait, c'est la lymphe. Et pour ça, pour bien le nourrir, si Rasa est bien nourri, Rakta va être bien nourri. Donc Rasa c'est la lymphe, Rakta le sang. Pour qu'il n'y ait pas d'anémie, il faut que le sang et la lymphe soient bien nourris. Donc pour ça en Ayurveda, on va conseiller d'aller vers une alimentation, un peu nourricière. Je sais pas trop à quoi tu penses quand je dis nourricière. Moi, par quand exemple. tu dis ça me fait penser à l'alimentation type vin, vata, tout ce qui va être onctueux, Exactement. humide, chaud. C'est ça. En fait, de la comfort food, mais pas dans le terme comfort food Big Mac, machin truc. Ah, Mais ce truc, en fait, plutôt de la nourriture d'hiver.
Un peu tu vois, moi ça me fait... exactement ça, Elia. Ouais. Ça me fait penser à ce truc où vous mangez ça, les plats en sauce, Tout à fait ça. des trucs comme ça. T'as vu, je gère. Franchement, elle n'a pas été briefée avant, on n'a même pas échangé. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est l'alimentation qui va effectivement calmer Vata, qui est onctueuse, nourrissante. Et qui fait penser à la mer, par exemple. La mer, on va penser au lait. Voilà, le lait, tout ce qui est beurre, tout ce qui va être aussi soupe de viande. Alors ça, pour les végétariennes, je sais que c'est pas trop évident. Est-ce que ça peut être des dalles, tous ces trucs un peu... Ça peut être des dalles un peu onctueux avec des lentilles, ouais. mais où tu vas vraiment travailler cette onctuosité, peut-être mettre du lait de coco, des trucs un peu tu peux, parce que gras. En fait, tout ce qui va se rapprocher d'un liquide va avoir tendance à nourrir directement ce tissu. Okay. Donc oui, et ceux qui sont pas végétariens, du coup, il va y avoir... Alors, ce que l'Ayurveda préconise dans les textes classiques, c'est vraiment des viandes qu'on mange pas très souvent en France, malheureusement, mais qui vont énormément nourrir la mer. On a le cerf, qui est la viande la meilleure pour l'Ayurveda parce que c'est la plus digeste. On a le mouton et on a la chèvre. Alors, si ce ne sont pas des viandes qui sont accessibles pour vous, ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez vous diriger vers des viandes blanches ou alors même du canard, voilà, ou du pigeon. Ça le fait très bien aussi. C'est suffisamment nourrissant pour nourrir la maman. Et pour les végétariens, c'est vraiment sur penser à l'onctuosité en fait. Exactement. Et utiliser peut-être, alors pour les végans ce sera pas possible, mais du ghee, toutes ces choses comme ça. Le ghee, ça c'est parfait. Du ghee, des substances un peu laiteuses comme du lait. Alors attention parce qu'il ne faut pas le mélanger avec par exemple des substances acides comme la tomate, les aubergines, des choses comme ça, ou même la viande. Sinon, oui, des dalles de lentilles, des currys de légumes par exemple, ou tout ce qui est à base de bouillon de légumes par exemple, n'hésitez pas à en rajouter. Il faut que ça soit le plus liquide et onctueux possible en fait. Ok. Donc ça c'est le 5e mois. Ça c'est le 5e mois. Et attends, parce que j'ai pas fini pour le 5e mois, il y a ça peut-être que tu l'as remarqué, il y a le nombril qui commence à se retourner, à sortir. Est-ce que ça Moi il est pas sorti il est pas sorti encore. Il est... Ah oui. Il est tout plein encore. Ah oui, toi il est pas sorti. Non. Après, j'ai eu pas mal d'opérations à ce niveau-là. Donc c'est possible que ça l'intérieur. Il sortira peut-être jamais. C'est possible. Il y a des mamans pour qui ça le fait pas, il y a des mamans pour qui ça commence à ce moment-là de la grossesse parce qu'en fait, donc le nombril, ça s'appelle Nabi en sanskrit, et il y a 72 000 terminaisons nerveuses qui entourent le nombril. Donc quand il ressort, en fait, on dit en Ayurveda que ça veut dire qu'on est tourné carrément vers l'extérieur. Donc la maman, elle devient encore plus sensible. C'est pour ça qu'au 4e mois, on a commencé à faire attention à tout ce qui l'entoure. Et au 5e mois, il faut être extrêmement vigilant parce qu'elle peut commencer à pleurer pour rien, par exemple. Enfin, pour rien, c'est jamais pour rien. Mais elle peut commencer à ressentir des choses de manière très puissante alors qu'au 4e ou les mois d'avant, ça lui faisait rien en fait. Donc c'est normal. C'est normal, parce qu'elle est vraiment tournée vers l'extérieur. Et c'est le moment, j'imagine, de commencer à se dire je suis vraiment importante. Exactement. Et je protège mon énergie. Je conserve, voilà, tout à fait. Je fais en sorte que l'énergie reste à l'intérieur et ne soit pas dilapidée vers l'extérieur. Donc c'est le moment les personnes qui vous font pas du bien. Alors, faites attention à ça. C'est ça. Tout à fait. Vous ne voyez plus. Exactement. Vous ne répondez pas. Et puis voilà. Mais c'est tout à fait ça. Il faut se protéger de l'environnement de vie dans lequel Mais c'est intéressant, je trouve que la grossesse, tu sais, ça t'amène à revoir tes priorités aussi. Et à des fois faire des choses que tu n'aurais pas osé faire pour toi. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui te font pas du bien, mais pour toi, tu auras du mal à dire non. Mais là, comme il s'agit de ton bébé, c'est plus que toi. Oui. Il y a une façon, c'est un peu plus facile de dire, en fait, non, c'est pas que moi, donc je peux dire plus facilement, non. Oui, je me protège, mais je protège mon enfant en fait, au passage. Oui, tout à fait. Donc, c'est le réflexe, l'instinct maternel au final qui commence à parler. Et qui commence à piquer votre entourage aussi. C'est ça. À dire, on sort les griffes, voilà, c'est ça. On devient plus lionne, plus féline avec ses enfants. Tout à fait. Donc 6e mois. Donc, alors, au niveau du 6e mois, en fait, là, donc le bébé est pratiquement stabilisé, enfin commence à bien stabiliser au niveau de ses tissus. On a son teint qui va aussi se manifester. Et en fait, on dit à ce moment-là que la maman peut perdre en beauté. C'est le bébé qui prend. Voilà, c'est le bébé qui prend à partir du 6e mois. Donc le teint de la maman peut avoir des petits soucis. Il peut y en avoir. Ça peut, en fait, les problèmes de peau peuvent arriver à ce moment-là. Moi, je pense que c'est à peu près par là où j'ai commencé à voir, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais des vaisseaux qui ont pété sur... Ça peut être ça. Tout le visage. Ça peut être des taches. Alors, j'en ai pas trop eu, mais parce que... Non, mais après, j'ai eu des craintes, genre... Tu as fait la crème solaire tout le temps. Mais si tu vois, par exemple, le contour de mes lèvres, c'est un peu taché par endroit. Je sais pas si tu vois, on dirait que j'ai mangé du chocolat. Mais non.
Ouais. J'avais pas vu. C'est pas du chocolat. Et ça a apparu à ton 6e mois. Je l'avais déjà un peu avant et ça s'est accentué encore plus. Et après, les vaisseaux qui ont pété de partout. De toute façon, tu vois. Et ça part sur le 6e mois et ça fait que qu'elle est en s'accentuant. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ta fille va être très très belle. Mais oui, parce que c'est ce qu'on dit en Ayurveda. Voilà. Donc, elle absorbe en fait tout. Donc si vous êtes au bout de votre vie, dites-vous que votre bébé va être beau. Voilà. C'est pour la bonne cause. Ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Elle vous le restituera après. Mais du coup, voilà, les problèmes de peau peuvent se manifester à ce moment-là, effectivement, de la grossesse. On va dire que c'est un peu ce qui se... Voilà, c'est une chose où il n'y a pas grand chose à faire en fait. C'est le processus naturel. Mais je trouve ça cool, au moins tu comprends un peu près d'où ça vient et tu le vis peut-être mieux grâce à ça. Tu lâches prise et tu te dis ok, c'est ok, le processus est enclenché, je peux rien faire, enfin, à part se chouchouter et prendre soin de soi, mais il faut surtout pas intervenir en fait dans la manifestation des énergies de la grossesse, c'est normal. C'est normal. Voilà, il faut laisser libre cours à la nature. Alors, 7e mois. Alors, ensuite, au 7e mois, il y a ce qu'on appelle Ojas, c'est-à-dire l'énergie vitale qui va commencer en fait à passer du cœur de la maman au cœur du bébé. Donc, pour l'Ayurveda, l'Ojas, pour faire très simple, c'est l'immunité, en fait, en quelque sorte, et la joie de vivre, la luminosité qu'on peut avoir, et qui va en fait avoir lieu dans le cœur, qui va se construire dans le cœur. Et au cours du 7e mois, c'est pas encore stabilisé, c'est-à-dire que c'est pas encore dans le cœur du bébé. Ça passe d'un cœur à l'autre. C'est beau, c'est beau comme image. Et en fait, à ce moment-là, justement, on a la maman, elle doit faire très très attention à son ojas parce que c'est son ojas à elle qu'elle va donner à son bébé au 8e mois. Donc pour ça, pour construire un ojas de qualité, et ben tout ce qui va vous rendre joyeuse, c'est ce qu'il va falloir faire. Danser, chanter, peindre, aller vous entourer de nature. Faites-vous du bien, quoi. Oui. La nature, les animaux, les enfants. Tout ce qui te nourrit, tout ce qui si t'aimes le chocolat, mange du chocolat. La fille, tu sais. Pas vraiment. Mais en fait, c'est tout ce qui nourrit votre cœur, quoi. Oui, en fait, tout ce qui nourrit le cœur, exactement. Et plus que l'estomac. Plus que l'estomac. Quoique si, tu as raison, parce qu'il y a tout ce qui est sattvique, tout ce qui est aliment sattvique. Donc pour faire très court, on a tout ce qui va pousser vers le soleil, le lait, le ghee, les oléagineux, les graines germées, le miel, la rose, les fleurs en fait de manière générale. Tout ça, c'est une alimentation qu'il faut absolument inclure, enfin d'ailleurs pendant toute la grossesse, clairement, mais surtout à ce moment-là. En gros, c'est vous chouchoutez-vous à fond. Exactement, exactement. Moi, ça me va bien. C'est hyper important. Et là, au 8e mois, l'ojas de la maman va aller se mettre dans le cœur du bébé et ça ne bougera plus. Ça y est, j'y suis. T'y es. Ouais, là, t'es en plein dedans. T'es en plein de construction de l'ojas de ton bébé. Et c'est très important de ne pas accoucher avant le 8e mois et ni pendant le 8e mois parce qu'en fait, sinon, le bébé va naître avec un ojas qui va être de mauvaise qualité. On dit qu'il y a 8 gouttes, 8 bindus qui vont passer dans le cœur du bébé. Donc, tous les bébés qui vont naître prématurés avant le 8e mois ou pendant le 8e mois risquent d'avoir des problèmes de système immunitaire. Ok. Clairement. Donc, comme ça peut arriver, j'imagine que c'est quelque chose qu'il faut accompagner. Oui. Ça veut dire qu'il faut être très vigilant sur le système immunitaire du bébé. Parce que tu sais, les otites à répétition, les rhumes, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut prévoir en post-natal avec un praticien d'Ayurveda et faire très attention à ça. Parce qu'après ça peut arriver, il y a des fois on n'a pas de contrôle sur une prématurité ou des choses comme ça. Non, tout à fait. Ah non, mais si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver, mais il faut juste garder en tête que votre bébé est plus fragile, clairement, et qu'il faudra l'accompagner un peu plus que d'autres bébés, ou en tout cas, même quand il sera adulte, c'est quelque chose qu'il va garder en lui, et il risque d'avoir un système immunitaire un peu plus fragile. Il n'y a aucun problème si ce n'est ça. Donc ça, c'est le 8e mois. Oui, et le 9e mois, c'est vraiment juste la préparation de l'accouchement. Il n'y a rien de particulier à mentionner à ce moment-là. C'est juste commencer à préparer l'accouchement, faire en sorte que le lieu soit propre, accueillant. Sachant que tout ça, c'est très important avant la conception. Ouais. Donc là, tu viens de parler de la préconception comme étant quelque chose de très important. Je suis sûre que ça, de toute façon, ça touche aussi beaucoup de femmes qui ont envie d'être maman, donc avec aussi un souci de fertilité. Moi, c'est aussi pour ça, on en a aussi beaucoup parlé, beaucoup travaillé dessus. Oui. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aussi par rapport à cette période-là où on a envie d'être maman ou alors on est dans
qu'on appelle, ce que je déteste, en essai bébé. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, en Ayurveda, on appelle une âme, et pour que l'âme vienne s'incarner, il faut qu'il y ait tous les tenants et les aboutissants qui soient là pour qu'elle se sente accueillie et désirée. Donc, déjà, le nid, extrêmement important. Il faut que vous ayez parce que ça peut bloquer la grossesse. Que le nid soit accueillant, et surtout qu'il y ait du prana. Tu vois, par exemple, aérer la pièce, souvent, mais faire en sorte qu'il y ait les 5 éléments dans la pièce. Par exemple, je donne toujours cet exemple, c'est avoir une fontaine à eau dans la chambre du bébé, ou dans l'endroit surtout où vous allez concevoir le bébé. Parce qu'en fait, là, on parle de ça. C'est surtout l'endroit où vous allez concevoir le bébé. Il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie, en fait. Donc ça peut être fontaine à eau, ça peut être du bois, ça peut être des plantes pour manifester la terre, des bougies pour manifester le feu. Et l'air, juste aérer la pièce. On peut réciter des mantras. C'est pas obligé que ça soit en sanskrit, on peut tout à fait le faire en français, avec des phrases qui ont une haute énergie positive pour soi. Voilà, par exemple, je demande à cette pièce d'avoir de belles fréquences pour l'accueil de mon bébé. Voilà, ça peut être juste cette phrase-là. On peut la purifier aussi, comme on le voit un peu dans le chamanisme, mais aussi en Ayurveda, avec des fumigations. Donc là, on va pouvoir mettre du camphre, du curcuma, de la rose, de la sauge blanche. Ça, c'est un mélange que j'aime bien prescrire à mes clients. On met à brûler et puis on purifie la pièce de cette manière. Les couleurs, très important. Pas avoir des couleurs trop criardes, du rouge, du noir. Il faut vraiment que la douceur, en fait. Exactement, que les couleurs soient chatoyantes. Donc voilà, et si le nid il est bien, du coup ça sera un peu plus simple pendant le moment de la conception. Il faut aussi que la maman ait pu... Alors déjà, il ne faut pas qu'elle travaille sur elle pendant la grossesse. Donc ça, le bébé il peut le sentir et dire à la maman, je viens pas tout de suite parce que tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi avant, et bloquer la conception. Donc il faut, parce qu'en fait, n'oubliez pas que votre bébé il absorbe absolument tout ce qui passe en vous et autour de vous, tout ce qui est autour de vous aussi. Donc il faut vraiment que vous ayez déjà fait ce travail-là. Par exemple, si vous avez un travail à faire sur la maternité, justement, ou la relation avec votre maman, votre papa, ou vos frères et sœurs, il faut que ce travail soit entrepris avant de tomber enceinte. C'est pas pendant la grossesse. Sinon, en fait, il va absorber les énergies, les émotions qui vont vous traverser, il va les absorber. Et c'est pour ça que des fois, on a des bébés colériques ou tristes, ça peut donner ce genre de manifestation. Après, c'est toujours difficile pour moi de me positionner par rapport à ça, parce que justement, des fois, la grossesse révèle plutôt des choses comme ça. Totalement d'accord. Et qu'en fait, tu pensais pas et tu te confrontes à un truc qui monte et tout ça, et je pense que le but n'est pas non plus de dire il faut surtout pas que ça monte, et en fait c'est là je parle d'un travail psychologique. Oui. Tu vois, par exemple, si tu vas voir un psychologue ou que tu commences à travailler sur tes lignes, ne le fais pas pendant la grossesse. Quoi. Mais en fait la grossesse peut révéler ça, et des fois c'est peut-être juste, c'est parfait, et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez le libérer. C'est peut-être pas le moment de rentrer en mode dans les détails. Tout à fait. Mais s'il y a un truc qui monte par rapport à votre maman, votre papa, ça peut être simplement peut-être l'occasion de vous positionner sur quelle maman vous avez envie d'être, quel papa vous avez envie pour votre enfant, ou quelle maman vous avez envie pour votre enfant, parce qu'il y a plein de types de familles aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cette partie-là en fait, parce que c'est vrai que moi je me rends compte que la grossesse, elle m'a... vient des fois faire pile, et là tu fais je pensais avoir réglé ça, pas trop, pas complètement. Ça pique un peu, mais c'est là pour ça en fait aussi pour faire que quand vous arrivez à l'accouchement, quand votre bébé va arriver, normalement vous avez fait le plus goût, vous avez nettoyé, vous avez bien déblayé pour éviter aussi qu'il télécharge trop de trucs à la sortie. Voilà, c'est ça en fait, c'est à rejoindre, exactement, là je te rejoins à 100%. C'est en fait juste les gros travaux à réaliser sur votre psyché, sur votre histoire, pas pendant la grossesse, mais comme dit Lia, s'il y a des libérations qui se font ou des prises de conscience, c'est ok, il faut les accueillir, mais pas les bosser vraiment à 100% à ce moment-là. N'allez pas rentrer en psychanalyse, psychothérapie à ce moment-là, quoi. Ça sera pour après la grossesse. Ensuite, il va falloir travailler sur vos terrains. Donc si par exemple, en Ayurveda en tout cas c'est ce qu'on conseille, c'est je sais que c'est pas toujours à portée de main de tout le monde, mais c'est réaliser un panchakarma 20, ou en tout cas nettoyer son corps. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de toxines ou des problèmes articulaires ou ce genre de choses, commencez à travailler peut-être pour éliminer les toxines du corps
avant la conception, pour pas que le bébé tout simplement réabsorbe ces éléments-là, clairement. Donc, dans les textes classiques, on conseille le panchakarma pour rétablir les tissus et les doshas, donc les énergies vitales. Voilà, donc alors le panchakarma, parce qu'elle fait genre, elle oui, croit que tout le monde sait ce que c'est. Mais en fait, non. C'est, on va dire, si on devait c'est une grosse méga détox. Hein. Ouais, un karcher. T'es lavé au karcher. Voilà, ouais, c'est ça. Et qui sera des mix avec une diète particulière, des plantes que vous allez prendre et des massages qui vont vous défoncer. Et vous allez vomir. J'ai bien résumé. Ouais, c'est ça. Et généralement, ça sort par le devant et par le derrière. Voilà, c'est ça. Et généralement, les gens partent en Inde pour le faire, mais ça peut se réaliser aussi par chez nous, mais c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Aussi. Alors, c'est beaucoup plus cher et surtout, on n'a pas la législation en France pour tout faire. Typiquement, le vomissement, qui est extrêmement puissant pour les déséquilibres kappa, on ne peut pas le faire. Voilà, on peut faire que tout ce qui est laxatif. Moi, j'avais prévu de le faire et je suis tombée enceinte entre-temps. Alors, on devait y aller en plus, faire ça ensemble. Et je fais, bah désolée, voilà. Apparemment, j'étais assez nettoyée. Oui, c'est ça. Elle a bien voulu venir. Elle a fait, bon, écoute, c'est pas parfait, mais ça suffira. Ça ira, t'as déjà bien taffé. Exactement. Et du coup, après, une fois qu'on a fait déjà ce travail-là, franchement, on est bien. Ça suffit pour que le corps soit opérationnel et la maisonnée aussi. Bien sûr, il faut que le couple soit stable, que vous entendez bien, mais bon, ça c'est évident. C'est évident. On doit vraiment faire attention à rééquilibrer Vata et Pitta, mais ça vous verrez avec un praticien en Ayurveda qui vous donnera vraiment une ligne de conduite. Ensuite, il faut faire attention à renforcer le corps parce que quand on a eu une fausse couche, encore une fois, Vata et Pitta vont se manifester au niveau des déséquilibres. Ça peut donner beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse, beaucoup de mouvements intérieurs, même carrément de l'hyperactivité. On n'a pas envie d'écouter son corps à ce moment-là. Enfin, ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est revenir à soi par des massages, notamment les Abhyanga. On peut passer aussi sur les Shirodhara, peut-être que tu connais. Ouais, c'est au niveau je sais tout. Voilà, mais tu connais trop bien, dis donc. C'est toi qui m'as expliqué. En fait, je pense que quand vous avez vécu une fausse couche, ce qui est important, moi ça a été mon cas, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était. Oui. Et d'accepter que ça va prendre un peu de temps, qu'il va falloir guérir à la fois votre corps, votre émotionnel, donc de prendre soin de vous. Et effectivement, le massage, ça vous permet aussi de peut-être faire la paix avec votre corps, parce que souvent on est un peu en colère, c'est ça. On se dit que il fonctionne pas bien, qu'on a voilà, alors qu'en fait il fonctionne très bien. Quand il se passe des choses comme ça, il faut aussi savoir que les fausses couches, ça peut être aussi simplement le fait que le fœtus n'est pas viable, donc en fait c'est que vous n'êtes pas prête encore à l'accueillir. Voilà, et que c'est bien comme ça, mais c'est vrai qu'on passe par un moment où il y a souvent pas mal de colère et tout, et c'est ok, vous avez le droit d'être en colère. Mais voilà, il faut laisser ça se pacifier et prendre le temps. Alors, je sais que ça peut être un peu bizarre de dire ça, mais des fois, ça peut être aussi une protection, dans le sens où le fœtus n'est pas viable parce que le corps n'était pas suffisamment fort et que peut-être que la grossesse aurait été difficile. Ou alors, des fois, je sais que je rencontre ça dans ma patientèle, c'est que des fois, c'est juste le couple aussi qui peut poser problème. C'est-à-dire qu'on pense que le couple est suffisamment fort, alors qu'en fait on se rend compte qu'il y a des problématiques et que la maman a bloqué carrément la conception. C'est comme dans le règne animal. Des fois on peut bloquer sa propre conception et en fait on est tombé enceinte parce que la magie de la vie a fait que, mais que finalement au fond de soi on n'est pas encore prêt parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses à ces questions pour créer cette famille. Ça peut être aussi lié à plein d'autres choses bien sûr, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif au sens où ça peut être une protection. En fait, c'est assez violent des fois à entendre, je pense. Oui, ça. C'est sûr. Mais moi, je sais que j'ai fait pas mal de fausses couches et qu'en fait, tout ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire avant cette grossesse, avant la grossesse, mais je veux dire, tout ce que j'ai pu intégrer de moi, les décisions que j'ai prises, je crois qu'elles étaient vraiment nécessaires, en fait. Et qu'il y a une partie de moi qui n'était pas du tout prête en fait ma tête voulait être maman mais il y a une partie de moi qui en fait n'était pas du tout prête à lâcher sa liberté, qui n'était pas prête à m'engager je pense entièrement dans mon couple et à prendre complètement le risque alors que ça fait 13 ans qu'on est ensemble, mais donc
voilà, avec le recul, je me dis en fait c'était très très bien comme ça, même si ça a été très dur à vivre. Ça, c'est certain. Donc, voilà. C'est certain. Et oui, tout à fait. Et c'est très beau ce que tu dis, puisque ça montre voilà, qu'il y a en fait un peu une logique derrière tout ça aussi. Et je me dis peut-être c'est elle, hein. Peut-être elle a fait une fois, 2 fois, C'est 3 ça. fois, puis après elle était là, elle fait toujours pas, c'est toujours pas le moment, mais vous êtes relou. Bon, bah, je viendrai plus tard. Voilà, je reviens voilà, plus tard. attendu, et puis voilà, elle est de retour là. Moi j'aime bien me dire ça. Ça, c'est joliment Tu dit, vois, je trouve, ou, j'aime bien. Voilà, Cette vision. donc voilà. Et oui, et puis voilà, puis après c'est bosser sur, quand il y a une fausse couche aussi, c'est bosser peut-être un peu sur le rapport à la féminité, à le rapport à la femme, à la maternité. Souvent ça peut être aussi ça. J'ai aussi eu si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai aussi ces cas-là en consultation de femmes qui bloquaient la grossesse parce que en fait le rapport à la maternité n'était pas clair. Elles ne savaient pas ce que c'était finalement parce que leur rapport avec leur propre mère était un peu catastrophique ou pas clair non plus, c'est-à-dire que la mère avait le rôle de petite fille et la fille avait le rôle de mère. Enfin, voilà, il peut y avoir une position dans la famille qui peut un peu bloquer son rapport à la maternité. Donc ça peut être intéressant, avant de tomber enceinte, d'aller travailler ça. Tout à bien fait. sûr. Voilà. Donc là, je pense qu'on va aborder les réjouissances des symptômes absolument agréables pendant la grossesse. Oui. Mais tout ça, on va le faire sur la chaîne de Sophie, parce que Sophie a une chaîne. Parce que je lui ai dit de se présenter, elle n'a pas voulu le faire. Je me suis pas présentée. Non, mais voilà. Donc, mais vous avez compris que Sophie est praticienne en Ayurveda à Paris. Oui, à Paris. Et qu'elle fait des consultations à distance aussi. Heureusement, parce que sinon, elle n'aurait pas pu m'aider. Oui, ça c'est sûr. Merci la technologie. Voilà. Donc moi je vous propose on se retrouve sur sa chaîne pour la suite. Donc vous aurez la chaîne dans la description. Vous aurez de toute façon tout dans la description. L'aventure verte de Sophie. Ouais, voilà. Et puis voilà, on vous retrouve là-bas en fait, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est à parti. tout de suite alors. Gros bisous.